Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la FENVAC, Éclat de vie. Je suis donc à l'Institut IFORTEC à Aix-en-Provence avec Jean-Luc Bellobre qui nous reçoit dans son cabinet, qui est psychiatre et formateur. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Avril. Donc je suis la plupart du temps psychiatre, formé aux thérapies cognitives et comportementales. Formateur à l'IFORTEC. Il y a quelques années, j'ai monté une structure qui intervient dans l'entreprise avec comme support les méthodes cognitives et comportementales. Les TCC, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les TCC ? Alors les TCC, comme leur nom l'indique, sont des thérapies comportementales et cognitives. Si on revient un peu dans l'histoire, on pourrait dire que tout a commencé au niveau de la psychothérapie avec la psychanalyse et que, a priori, les psychanalystes post-freudiens se sont rendus compte qu'il manquait un peu des choses, donc ils se sont intéressés à ce qui pouvait se passer dans le cerveau d'une autre manière. Et donc on en a fait des thérapies cognitives et comportementales. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on espère un résultat qui, de toute façon, sera évalué à la fin. Quand on parle de TCC, souvent on dit que ce sont des thérapies brèves. À quoi ça correspond exactement ? Alors les TCC sont des thérapies brèves, un peu en opposition à la psychanalyse qui est une thérapie un peu moins brève. Si on peut le dire comme ça de manière rapide, ces thérapies brèves, ça veut dire que ça va de une séance, parce qu'on peut faire une thérapie cognitive comportementale en une séance, ou selon les programmes proposés, une vingtaine de séances, une quinzaine de séances, une trentaine de séances, ou 2, 3, 400, 500 séances. Ça va dépendre du trouble. Et particulièrement, si on s'intéresse au traumatisme, ça peut prendre beaucoup plus qu'une vingtaine de séances. Est-ce que ça veut dire que dans les TCC, vu qu'il y a eu des études qui ont été faites pour prouver leur efficacité, on a un plan d'action ou une recette qui peut s'adapter au patient pour lui permettre d'accéder à une forme de résilience ou en tout cas de mieux-être ? Alors, très clairement, il y a plusieurs programmes qui ont été validés, efficaces, dans la prise en charge du traumatisme psychique depuis plusieurs années maintenant. Et il y a effectivement des programmes entiers qui ont été validés pour traiter le trauma. Donc là, on parle du trauma, mais est-ce que les TCC sont utilisés pour d'autres types de troubles ? Pour plein d'autres choses, particulièrement pour les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, comme la dépression ou le trouble bipolaire. Tout un tas de choses. Avec les TCC, on peut même construire un programme de soins, puisque c'est quand même l'objet même de la thérapie cognitive et comportementale, qui commence toujours par une conceptualisation, c'est-à-dire qu'on va interroger la personne sur ce qui est en train de le déranger, on va dire le problème de ce qui le dérange, et on va à partir de là conceptualiser son cas, et dans cette conceptualisation du cas, faire l'analyse fonctionnelle de son problème, et à partir de là, à partir d'hypothèses de travail, proposer des solutions, proposer des outils qui vont permettre de résoudre les problèmes qu'on a identifiés avec le patient. On parle de conceptualisation de cas parce qu'on va essayer de construire avec le patient l'histoire de son problème, de son trouble dans l'histoire de sa vie. De ce que je comprends, il y a quand même une grosse part d'apprentissage dans les TCC ? Pour moi, c'est que de l'apprentissage. En gros, je pense franchement que c'est que de l'apprentissage. Moi, je dis souvent aux patients qui viennent me voir que je suis plus un kiné de leur esprit que médecin de leur esprit.
Ils ont une façon de faire, on s'aperçoit que cette façon de faire, elle n'est pas super efficace, et en tout cas, elle entretient le problème. Du coup, on en apprend une nouvelle séquence, on regarde ce que ça donne, et on apprend par erreur, hein, c'est un des apprentissages qui montre son efficacité. J'apprends d'une autre manière, ça marche, c'est ok, ça marche pas, je corrige. On n'apprend pas juste en comprenant. C'est pour ça que la thérapie cognitive et comportementale, si je peux me permettre, c'est pas une thérapie de la compréhension, c'est pas une thérapie du pourquoi, c'est une thérapie du comment, et puis c'est une thérapie du faire aussi. C'est-à-dire qu'on va pas seulement faire une fois, on va faire et refaire encore. Comme en kiné. Quand on va chez le kiné, si on fait une séance par semaine, c'est moins efficace que si on fait les exercices tous les jours. Je dirais qu'en TCC, c'est un peu la même chose. Si on fait les exercices qu'une fois par semaine quand on va voir son psy, c'est moins efficace que si on le fait tous les jours. Okay. Donc en TCC, on apprend à faire autrement grâce à l'aide d'un kiné de la pensée. Comment est-ce qu'il va se placer, ce kiné de la pensée, par rapport au patient ? Comment est-ce qu'elle se déroule, la relation ? On travaille en équipe, on travaille à deux. C'est pas le thérapeute qui sait et le patient qui suit. Le thérapeute sait des choses sur les techniques et sur les méthodes, et le patient sait des choses sur son trouble, sur sa vie et sur ce qu'il est. C'est presque même lui, on va dire, il faut quand même être clair, c'est lui qui en sait le plus. Donc on va mettre ces deux savoirs l'un à côté de l'autre pour travailler en collaboration. La collaboration, ça veut dire qu'on partage. Et est-ce que ça veut dire qu'à la fin d'une thérapie, le patient va sortir finalement du cabinet en étant un expert de son trouble ? Ah bah il est plus que ça, il est un expert de son trouble, un expert du trouble, et une fois que le patient est son propre expert, bah il va se débrouiller, et puis il va se débrouiller bien plus simplement et bien plus facilement que si on était là tout le temps. Comment est-ce qu'on peut savoir en tant que patient que les TCC sont adaptés à notre cas ? Alors il y a plusieurs façons de savoir. La première façon de savoir, c'est d'essayer. Donc moi j'ai envie de dire, si vous souffrez de quoi que ce soit, alors d'un traumatisme en particulier, mais de quel que soit le trouble, qu'il soit anxieux ou autre chose, c'est de regarder autour de chez vous s'il n'y a pas un thérapeute qui fait des TCC, et pourquoi pas de consulter. Il y a la thérapie, mais il y a aussi le thérapeute. Et c'est pas parce qu'on a essayé de faire une TCC avec quelqu'un que ça n'a pas marché que la TCC marche pas. Parfois, ce qui marche pas, c'est la rencontre. La thérapie, c'est un peu comme dans la vie. Si on fait la bonne rencontre, il peut se passer des choses extraordinaires. Si on fait pas la bonne rencontre, ça peut être un échec. Mais il faut pas s'arrêter à un échec. Est-ce que tu aurais des exemples concrets d'exercices ou de choses qui peuvent être proposées en TCC qu'on donne aux patients ? Ah, j'en ai plein. Il faudrait. Alors, j'ai envie de te dire, je vais te faire une réponse de TCCiste. Est-ce que tu as un exemple précis de quelque chose que tu voudrais traiter ? Sachant que ce podcast est tourné pour les victimes d'attentats ou d'accidents collectifs et leurs proches, est-ce que dans le cas d'une personne qui, par exemple, vivrait de l'hypervigilance à la suite d'événements dramatiques collectifs, on aurait des exercices ou des choses à proposer, par exemple ? Oui. Alors, attention à ce que je vais dire, parce que immédiatement ça fait tout de suite peur, c'est-à-dire que ce qui va marcher le mieux, c'est l'exposition, mais c'est l'exposition progressive, c'est-à-dire que le travail d'analyse fonctionnelle et le travail de conceptualisation va nous permettre de démarrer au plus bas de l'échelle de ce que l'on est en capacité de faire, et donc en co-thérapie avec le thérapeute, avec le patient, on va mettre en place un programme d'exposition très progressive, parfois même d'exposition au niveau du cabinet ou au niveau de la salle de consultation. Donc on va montrer comment on fait, et puis ensuite on va proposer de faire au quotidien, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, en fonction du problème. Alors tu vois, c'est pas que j'ai du mal à répondre à ta question, mais en thérapie cognitive et comportementale, on répond de manière extrêmement précise à une question précise. C'est pour ça que, et c'est intéressant que tu la poses comme ça, parce que souvent, les patients disent « qu'est-ce que je fais ?» et la réponse, c'est « qu'est-ce que je fais à quoi ?» Et donc, on va, grâce aux techniques d'entretien, à la recontextualisation et à d'autres méthodes d'entretien, on va découvrir ce qui est le problème précisément et quelle est la solution, ou en tout cas l'exercice qu'on va proposer pour essayer de corriger ce problème. Toi qui es psychiatre, quelle est la place d'un traitement médicamenteux dans une thérapie ? Est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça va de pair ?
Comment ça se passe avec les TCC de ce côté-là ? Oui, le traitement, il peut avoir un intérêt. Il peut avoir un intérêt parce que les symptômes, et particulièrement les émotions, ou par exemple, dans la dépression, si la dépression est trop profonde, on ne va pas pouvoir travailler en thérapie cognitive. Donc, on va proposer un traitement pour apaiser certains symptômes, pour pouvoir ensuite faire le programme de psychothérapie. Dans certains troubles comme le TOC, dans certains troubles aussi liés au trauma, dans le TSPT, on peut associer un traitement médicamenteux. Et là, à ce moment-là, on va être dans une collaboration, alors soit le psychiatre et le patient, soit le psychiatre, le psychologue et le patient, dans une collaboration à trois, pour voir à quel moment, comment et combien de temps j'utilise le traitement comme un soutien, comme une béquille supplémentaire, comme une aide, et pas comme une solution définitive, mais comme une aide à la psychothérapie. Ça va aider au début ou au milieu à apaiser suffisamment les symptômes pour qu'on puisse travailler de manière plus efficiente. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels les TCC ne sont pas du tout recommandés ? Si je réponds à ta question, les cas où c'est pas recommandé, c'est les cas où les patients sont pas intéressés, sont pas dans ce mouvement interactif, voilà, il y a des gens, ils préfèrent parler tout seuls, que personne les interrompt, qu'on leur pose pas de questions, etc., etc. Donc je dirais que c'est individu dépendant, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des contre-indications. Il y a une contre-indication tout particulière qui est pas une maladie, qui est la femme enceinte. Parce que quand on fait des thérapies cognitives et comportementales, on a un petit peu tendance à déclencher un peu des émotions. Donc on peut faire un accompagnement à l'anxiété si une femme enceinte est anxieuse en faisant un accompagnement tout doux, mais on ne fera pas de grands protocoles de soins de thérapie cognitive et comportementale à une femme enceinte où on risque de lui faire monter. On ne fera pas d'exposition à un trauma, par exemple. On attendra qu'elle ait eu son bébé et puis on verra dans un second temps. Par exemple. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais de la TCC en entreprise. Comment ça se traduit en entreprise ? Alors, je fais pas tout à fait de la TCC en entreprise, mais on utilise les méthodes, on utilise le process, donc de la conceptualisation, de l'analyse du fonctionnement et de la proposition de solutions. Et c'est intéressant pour la prévention du suicide, c'est intéressant pour la prévention du burn-out, pour les risques psychosociaux, c'est intéressant pour la gestion des conflits, c'est intéressant pour le management, c'est-à-dire aider un manager à mieux manager, à être un peu plus psy que simplement technicien avec ses managers. C'est ce qu'on fait en entreprise, en gros. Est-ce que tu as en tête des documents ou des livres ou des choses que les victimes, leurs proches ou même n'importe quelle personne qui écoute le podcast et qui s'intéresse à ce sujet pourrait consulter pour en apprendre plus ? Alors, il y a un truc assez sympa que j'ai sur ma table de nuit qui s'appelle la thérapie cognitive et comportementale pour les nuls. C'est plutôt bien foutu. Donc, pour ceux qui voudraient savoir ça, voilà. Après, il y a des tas de self-help, c'est-à-dire c'est des thérapeutes qui ont écrit des bouquins pour des patients qui souffrent d'un trouble en particulier. Donc, il y en a un peu pour tous les troubles. Donc, si je souffre d'anxiété sociale, si je souffre d'anxiété généralisée, si je souffre de TSPT, si je souffre... Eh bien, il y a des livres qui s'adressent à ça, qui sont pour les patients ou les familles de patients. Alors, je vais pas faire de la pub, mais sur notre site de Lifortech, il y a une biblio avec des livres pour les thérapeutes et avec des livres pour les patients. Donc, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent... on mettra le lien dans la description. On mettra le lien dans la description. Avec plaisir. Super. Merci Jean-Luc Bellobre de nous avoir reçus dans ton cabinet. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci à toi Avril. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.